Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel du mois d'octobre 2024 que nous allons démarrer au théâtre avec This is Spain de Hillel Kogan. This is Spain est un duo de flamenco qui questionne l'identité et surtout qu'est-ce qui fait identité dans la danse, mais pas que. Hillel Kogan et sa co-artiste au plateau, dont j'ai oublié le nom, Majal Nathan, je crois. Majal Nathan, bougez pas. Mijal Nathan, ou Nathan, je ne sais pas. Ces deux artistes sont tous les deux israéliens et israéliennes, tous les deux danseurs et danseuses. C'est un spectacle de théâtre, tout comme c'est un spectacle de danse, qui est assez très ingénieusement mis en œuvre. Dans la forme, le spectacle est très très réussi. Le duo fonctionne très bien, le jeu entre la parole et la danse fonctionne très bien, la mise en scène est très réussie, c'est bien porté, là-dessus, il n'y a rien à dire. En revanche, sur le fond, je suis un peu plus embêtée. Hillel Kogan, c'est un artiste qui se sert beaucoup du second degré pour poser des questions, ne pas y répondre, mais pour soulever des interrogations, soulever des questions, sans apporter la moindre réponse et sans finalement prendre parti sur les questions qu'il soulève. Toutefois, le fait que tout ça soit mis à travers le second degré, je ne vois pas du tout où il veut en venir quand je l'entends, quand j'écoute ce qu'il me raconte. Et donc ça m'a vraiment embêtée. Notamment par rapport au contexte actuel politique dans la zone géographique où il habite, d'où il vient, et j'ai vraiment été très très embêtée en fait, parce que je ne sais pas où me positionner, et je ne sais pas si j'ai envie d'aller dans son sens et de le soutenir, parce que je ne sais pas où il veut en venir. Je sais que c'est un chorégraphe qui est connu pour être assez engagé contre le régime israélien. Pour autant, moi je l'ai pas ressenti dans ce spectacle, en même temps c'est pas l'objet, contrairement à son précédent spectacle, We Love Arabs, où c'était là vraiment le sujet. Là moi je l'ai pas senti, malgré tout ce qu'on a pu me dire de ce monsieur, et voilà, il y a pas mal de moments où je l'écoutais, je l'entendais, je me disais mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Et ça m'a beaucoup gênée. Donc dans la forme, le spectacle est très très réussi, et là-dessus c'est vraiment une très bonne surprise. Bon, peut-être qu'il aurait pu faire 10 minutes de moins, mais globalement très réussi. Par contre, dans le fond, bah, je reste en retrait, je reste en dehors, et du coup c'est pas un spectacle que j'ai forcément envie de défendre et de porter particulièrement, parce que bah, moi je suis un peu gênée quand même par rapport à ça. Ensuite, en octobre, j'ai lu quelques livres. Alors, le défi Harry Potter se poursuit très bien. J'ai lu les tomes 4 et 5 au mois d'octobre. Le tome 6 l'a terminé le 1er novembre. Donc le défi était de finir tous les tomes de Harry Potter avant le 31 décembre. Là, je pense que je vais avancer le défi à la mi-novembre, ce qui me permettra d'être débarrassée, entre grosses guillemets, de cette lecture avant un temps un petit peu de rush professionnel. Et je pense que ça peut le faire, puisque du coup, là, j'ai le dernier tome à lire sur les 2 prochaines semaines. Je pense que c'est pas impossible. J'ai également lu La chair est triste, hélas, de Ovidie. Ce livre, c'est vraiment un récit de vie, c'est un récit personnel, mais qui pour moi fait manifeste. J'ai trouvé que la vie, en fait, sa vie, que nous raconte Ovidie, sa vie, son histoire, ses engagements, ses principes, disons, ses choix de vie, ont un écho bien au-delà de son intime et de son individuel, ont une portée vraiment universelle et en cela font manifeste. Je trouve, en tout cas, ce livre fait manifeste, parce que pour moi, c'est vraiment, je l'ai lu entre les mains et je me suis dit waouh, mais c'est écrit de façon tellement simple, en fait, ça s'adresse tellement à nous, puisqu'elle le raconte comme elle raconte sa vie, et ça s'adresse tellement facilement à la personne qui le lit. C'est pas un essai, c'est pas complexe, c'est pas une grande réflexion, c'est vraiment sa vie, c'est elle qui s'écrit elle-même. Et en ça, je trouve que ça touche, et ça réussit à toucher la lectrice. C'est un livre, moi, qui m'a vraiment chamboulée, que j'ai trouvé incroyable, et que j'ai envie de mettre entre les mains de toutes les femmes et minorités de genre dans un premier temps, puis dans les mains de tous les hommes cisgenres dans un second temps. C'est vraiment un ouvrage que j'ai trouvé exceptionnel. Elle raconte sa grève du sexe hétérosexuel, mais pas que. C'est un peu, enfin c'est pas un prétexte, mais c'est un élément de la base de son récit qui découle de toute une histoire et qui tire ensuite plein de fils à un endroit, encore une fois, vraiment de l'intime à l'universel. Et en ça, j'ai trouvé que c'était une lecture brillante, exceptionnelle. Et ensuite, au mois d'octobre, je suis en fait beaucoup allée au cinéma. Et donc c'est là qu'on va rentrer un peu dans un tunnel cinématographique. Accrochez-vous, je vais essayer de pas faire trop long. J'ai vu Mustang, alors pas au cinéma en l'occurrence, chez moi.
J'ai beaucoup aimé Mustang, j'ai trouvé que c'était un film très réussi. J'ai trouvé que la relation de ces sœurs était extrêmement bien écrite, bien mise en œuvre, bien portée, très sensible et très belle et très forte. Après, vu tous les retours et tous les échos que j'avais eu de ce film, je m'attendais à être vraiment bouleversée, détruite et touchée au plus profond de mon âme par cette histoire. Et en fait, je dois dire que très tragiquement, pour moi, c'est du déjà vu, cette histoire. C'est horrible hein, de le dire, mais c'est du déjà vu, et donc ça m'a pas particulièrement bouleversée, même si le film est très réussi et qu'il a en plus de très belles images, et je trouve une construction dans le temps, un rythme qui fonctionne très bien. Ensuite, j'ai vu The Outrun, qui est l'histoire d'une femme d'une trentaine d'années qui vient de rompre, qui a un problème d'addiction à l'alcool, qui tombe vraiment très profond à un moment de sa vie, et qui, pour repartir à zéro, en tout cas tenter de se ressourcer et tenter d'aller de l'avant, va retourner dans le village, son village natal, qui est sur une île en Écosse. Donc c'est isolé, c'est venteux, il y a la mer, il y a très peu de gens, tout le monde se connaît, et il y a ses parents, et son passé, sa famille, son enfance, alors qu'elle était venue habiter à Londres. C'est un film que j'ai trouvé assez incroyable, les images sont stupéfiantes et magnifiques, et en même temps l'Écosse, c'est vraiment trop beau, et je trouve que c'est beau au-delà même de l'image et de comment la mer et comment cette île et comment la météo est filmée. C'est vraiment réussi dans comment est-ce que justement cet environnement communique et est intrinsèque à ce que vit notre personnage principal, et je trouve que le lien entre l'environnement et le personnage est extrêmement bien réussi et bien mis en œuvre. Saoirse Ronan est tout à fait brillante, et ce que j'ai trouvé vraiment super, c'est ce que ça nous montre et ce que ça nous dit de l'addiction. Moi j'ai l'impression que c'était la première fois que je voyais une addiction dépeinte de cette façon dans une fiction. Je trouve que c'est juste, alors qui suis-je pour dire que c'est juste? Personne, mais il y a quelque chose qui parle, qui m'a pas l'air too much, qui m'a l'air assez sincère. Et encore une fois, Saoirse Ronan, dans les périodes les plus dures que vit son personnage, que traverse son personnage, je la trouve vraiment mais brillante. Et en ça, le film a été pour moi un vrai coup de cœur. Je l'ai trouvé mais très réussi. Ensuite, j'ai vu Megalopolis. Non mais alors non. Alors non. Là, c'est pas possible. J'ai trouvé que c'était un amas d'ego surdimensionné, de fantasmes douteux, de rêveries. Ça n'a ni queue ni tête. Je ne sais pas ce que Francis Ford Coppola avait dans la tête en faisant ce film. Je sais pas à quoi ça fait écho et ce que ça dit de lui de faire ce film. Mais je l'ai trouvé mais pas bon. Pas bon. Ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a pas de sens. Et c'est pas ça n'a pas de sens parce que c'est complexe et parce qu'on n'y comprend rien. Non, c'est juste ça va nulle part. Ça part dans tous les sens mais en même temps ça va dans aucun sens. C'est nul. Enfin, c'est horrible. Enfin, j'aime pas dire ça des films, mais je l'ai trouvé vraiment mauvais. L'image ne rattrape même pas le fait que je l'ai trouvé mauvais, et même Adam Driver, qui est pourtant un acteur que j'adore, ne rattrape pas le film. Ensuite, ah, là on parle. J'ai vu Ni chaîne ni maître, au cinéma toujours, qui m'a, parlons français, bouleversée. Je ne m'attendais pas à être bouleversée par ce film parce que j'avais peur que ça soit justement un peu trop en surface, un peu trop... C'est terrible, mais vu que c'est un film qui traite d'une question très complexe, d'un propos très politiquement engagé, qui est celui de l'esclavage, mais qui est sous une forme de cinéma qui n'est pas un cinéma art et essai, c'est vrai que je trouve que c'est rare. Quand même, il faut le reconnaître. Et c'est tout, pour moi, l'intérêt et la brillance du film, c'est qu'il est à son endroit de cinéma très accessible, de cinéma grand public, distribué dans les multiplexes, etc. Mais avec un propos, qu'il soit politique, esthétique et artistique presque, qui tient vraiment la route. Et je trouve qu'il y a une grande justesse parce que le film est scénarisé de façon, enfin dans la forme il est accessible, on part pas dans un truc trop long, c'est pas chiant, c'est pas voilà ça fonctionne bien, c'est bien rythmé, etc. Et pour autant ce que ça nous raconte est tout aussi pertinent, et on part pas dans un mainstream qui part dans tous les sens. Au contraire, le film évite des écueils dans lesquels il aurait pu tomber. Ensuite, moi ce qui m'a un petit peu dérangé quand même, c'est le fait que la place qu'a pris le sacré, le spirituel, le mystique dans cette histoire, c'est que quand notre personnage principal, dont j'ai évidemment oublié le nom,
exerce la main de la justice ou de la vengeance, appelez-la comme vous voulez, à l'encontre de ses bourreaux, bah, c'est dans une forme de possession d'esprit mystique, etc. Et je trouve ça un peu dommage parce que j'aurais aimé que cette main de la vengeance soit la main de l'homme et pas la main de l'esprit. Mais à part ça, je trouve que oui, et ça rejoint du coup le personnage de la mère qui est morte avant que l'histoire ne commence, et qui du coup est un peu existante à travers cet esprit, alors qu'en fait cet esprit pourrait exister comme entité mystique, spirituelle, sans être personnifiée par la mère. Et la mère, on aurait pu davantage valoriser son histoire en tant qu'être femme humaine qui a vécu, qui s'est révoltée, qui est morte pour n'avoir pas voulu obéir. Plutôt que de l'associer à cet esprit. Mais bon, toujours est-il que dans l'ensemble, le film est très réussi et a réussi à me toucher sans même que je puisse vraiment dire comment et pourquoi. Ensuite, j'ai vu au cinéma Mommy de Xavier Dolan, qui est un film que j'avais déjà vu, mais sur mon ordinateur il y a quelques années maintenant, que je n'ai pas vu tant de fois que ça, parce qu'il est quand même très éprouvant, je trouve, comme film. Et là, ça, je sais pas, le fait de voir les films que j'aime beaucoup et auxquels je tiens beaucoup parce qu'ils me touchent, etc., au cinéma, sur grand écran, je trouve que ça leur donne tout de suite une dimension, mais encore plus exceptionnelle, quoi, parce que c'est partagé avec d'autres gens qui vivent le même moment, qui sont venus faire la même démarche d'aller voir ce film parce qu'ils l'ont jamais vu, parce qu'ils l'adorent, parce qu'ils l'ont vu 12 000 fois, qu'ils le connaissent par cœur, pour des raisons X ou Y. Et je trouve que ouais, ça ouvre tout de suite la dimension du film et ce qu'il a pour moi, le fait de le vivre avec d'autres personnes et dans une salle. Et ne serait-ce que parce que le film il est au format carré pour la plus grande partie, la majeure partie je crois, ou la moitié, je sais plus. Et j'avais jamais vu, je crois, de film carré au cinéma. Et donc je trouve ça fou parce que la scène où il y a l'ouverture justement du cadre, bah, elle est incroyable au cinéma. C'est pas la même chose sur un grand écran, sur un écran de cinéma, que sur un ordinateur. Genre. Mais le film, il est incroyable. De sens, ce film, il est vraiment... bah, dans tout ce qu'il a de violent, dans tout ce qu'il a de dérangeant, dans tout ce qu'il a de questionnant, dans tout ce qu'il a de... T'es sûr de ce que t'es en train de faire là? De ce qui est en train de se passer? Dans tout ça, dans l'image, dans la playlist, dans les looks, dans la lumière, dans tout. Je le trouve exceptionnel. Ensuite, j'ai vu Barbès, Little Algérie. J'avait un peu peur de ce qu'allait raconter le film et de comment ça allait être raconté. Et bizarrement, j'ai été extrêmement touchée. Et il m'a atteinte et touchée, ce film, à un endroit où je ne l'attendais pas. Parce que l'ambiance qui se dégage du film est d'une justesse que j'ai trouvée scotchante. Ça m'a un peu... Enfin, j'ai été un peu déçue que ça finisse en drame, parce que j'aurais aimé justement, parce que j'avais trouvé cette ambiance dans ce cas-là de violent, dans ce cas-là de maussade, bah, quand même très joyeuse. Bah, je voulais rester sur cette joie et sur l'ambiance qui, en fait... Enfin, le fait que l'ensemble, la communauté et la joie prennent le dessus sur la violence et les difficultés, bah, j'aurais préféré qu'on en reste là. Enfin, de fait, parce que j'aimais bien l'ambiance, donc j'aurais préféré que ça soit cool. Et en fait, ça se termine en drame. Et ça m'a un peu... J'étais un peu... Oh, dommage. Mais non, c'est un film que j'ai trouvé très réussi et bien à son... Juste, en fait, à son endroit. Ensuite, j'ai vu Le Robot Sauvage. Le Robot Sauvage, qui est le dernier DreamWorks. J'ai chouiné. Ah, le Robot Sauvage, oh là là, la chouinance. J'ai sangloté pendant, je pense, allez, 45% du film, un peu moins de la moitié, j'ai sangloté. Et c'est bizarre parce que il m'a pas waouh. Enfin, je sais pas, il y a les images sont belles et tout, mais je trouve que c'est vraiment l'effet dessin animé qui opère sa magie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me touche dans les dessins animés, dans le pathos, dans le tire-larme, dans le ouin-ouin, dans le on s'adresse à des enfants, dans la morale de vie et tout. Il y a un truc qui me fait toujours mais chialer comme pas possible, alors qu'en fait, bah, je l'ai pas trouvé si exceptionnel. L'histoire, elle casse pas trois pattes à un canard, c'est le cas de le dire, enfin, c'est des oies, mais bref. L'animation est belle, il y a vraiment des très belles images, des très belles couleurs, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Et pourtant, bah ça chouine. Ça chouine, de A à Z, enfin non, mais ça pleure beaucoup. Je suis contente de l'avoir vu en vrai. Et il est cool et c'est un bon moment et tout, mais je trouve, ça me fait vraiment dire qu'il y a un truc qui se joue pour moi dans les dessins animés qui se joue pas dans les films avec des vrais gens.
Je sais pas, c'est trop bizarre, mais il y a un truc qui me fait pleurer et qui me touche dans les morales de dessins animés d'enfants. Je sais pas, bref. J'ai vu Billy le hamster cowboy qui en fait à la base c'est un livre, si j'ai bien compris, dont a été tiré un film d'animation, qui en fait c'est une mini séance pâtée, donc c'est pour les premières séances des jeunes enfants, et du coup c'est une succession de petits épisodes de ce même univers Billy le hamster cowboy. Et je sais pas, je suis pas convaincue parce que j'en ai fait plusieurs des mini séances pâtées, soit de films courts, soit un programme de plusieurs courts métrages mais différents, et je crois que je préférais ça parce que là ça fait vraiment genre je regarde Pas de patrouille sur Netflix et les épisodes s'enchaînent. Je sais pas, ça m'a pas donné séance de cinéma, ça m'a donné je regarde un dessin animé au cinéma. Vous voyez, genre dessin animé de la télé. Enfin, je sais pas, ça j'ai pas été convaincue par ce format pour une mini séance. Je crois que j'ai préféré les autres formats que j'ai pu expérimenter. J'ai vu Monsieur Aznavour. Effectivement, Tahar Rahim est tout à fait stupéfiant, brillant et génialissime dans le film. J'ai mis, je pense, les 45 minutes à me mettre dedans parce que j'étais hyper dérangée par l'aspect film d'époque et la façon de parler de tous les personnages, enfin le principe du film d'époque quoi. J'ai eu du mal à rentrer dedans, j'étais un peu genre, ça me saoule, j'aime pas comment il parle, j'aime pas ce qui se passe. Mais, et du coup ça m'a pris longtemps vraiment à rentrer dedans, et ensuite quand je suis rentrée dedans j'ai trouvé ça cool. Moi je connais pas bien l'histoire de Charles Aznavour donc c'était assez intéressant et instructif. Encore une fois t'as un rhyme très bon. Après, pour moi, c'est pas non plus le film de l'année, parce que c'est vrai que j'ai trouvé très long. Après, je comprends parce qu'il y a plein de musique et c'est quand même son histoire un peu sur un temps long et tout, et je l'ai trouvé long. Ouais, il m'a pas. Je suis contente de l'avoir vu et tout, mais j'ai pas été. Ce sera pas le film de l'année pour moi, loin de là. Ensuite, et là peut-être qu'on peut parler de film de l'année, j'ai vu Sauvage de Claude Barras. C'était brillant. C'était brillantissime. En fait, c'est simple, j'ai pas autant pleuré, enfin pas autant, c'est pas une question de quantité, mais j'ai pas pleuré de cette façon-là. Je me suis pas sentie comme ça, j'ai pas ressenti ce type d'émotion depuis ma vie de courgette. Voilà, c'est simple. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais c'est brillant, techniquement c'est incroyable, c'est d'une beauté monstre. J'adore ce que ça me raconte, je trouve ça d'une pertinence, d'une justesse, d'un engagement très fort, mais tout en passant quand même très bien et assez facilement pour des enfants. Alors non pas qu'à 6 ans, t'aies envie de... Enfin, peut-être c'est peut-être pas pertinent pour des jeunes enfants, mais je sais pas, il y a un truc qui passe à tous les niveaux de lecture, c'est brillant, c'est brillantissime. Je n'avais pas traversé une telle émotion depuis ma vie de courgette, et je trouve que ça en dit long, parce qu'il y a quelque chose... Ça fait longtemps que je l'ai vu en plus, ma vie de courgette, je l'avais même pas vu au cinéma. C'est brillant, c'est brillant. J'ai hâte au prochain. Ensuite, j'ai vu Nora. Nora, je crois que c'est le premier film saoudien à avoir été sélectionné enfin, avoir été dans la sélection officielle du Festival de Cannes. J'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il était plutôt bien mis en œuvre. En fait, je me dis que je trouve que le plot twist, il arrive un peu trop tardivement, et du coup, il arrive tellement tardivement qu'on n'en fait pas grand-chose de ce plot twist. Pourtant, ça rate pas le film. Enfin, ça ne gâche pas le film. J'ai trouvé que c'était assez juste dans le positionnement. Ouais, je m'attendais à être soit waouh, bouleversée, soit détestée. Et en fait, je suis dans un entre-deux assez neutre. Je crois que ça fonctionne. Je crois que le film fonctionne et il y a de très belles images. Ensuite, j'ai vu 3 km jusqu'à la fin du monde. C'est un récit d'homophobie assez glaçant et poignant et terrifiant dans tout ce qu'il a de normal. C'est vraiment l'homophobie ordinaire au sens propre, je pense. Il y a quelque chose de l'ordre du normal et du justifié et du naturel dans toute cette violence homophobe. Et c'est glaçant de voir que ce pauvre Hadi, 17 ans, qui a été agressé physiquement, il s'avère que c'était une agression homophobe, et en fait subit les conséquences de cette agression, enfin c'est une double agression en fait, parce qu'elle se justifie cette agression par le fait qu'elle était homophobe d'une certaine façon. Et en fait ce qui est terrifiant c'est que dans ce personnage il y a les agresseurs et leur père qui est un homme puissant sur l'île, il y a les parents de Hadi, il y a Hadi, sa meilleure amie qui est dans la confidence de son homosexualité a priori je pense depuis toujours, meilleure amie avec qui les parents le voient déjà marié,
Et il y a l'officier de gendarmerie, le chef de la gendarmerie, qui enquête, qui est copain avec tout le monde sur l'île, y compris le père des agresseurs et le père de Hadi, et qui, à la base, lui enquête, veut rendre justice à ce pauvre jeune Hadi. Et en fait, l'officier, il se... et c'est ça que je trouve dingue, c'est que finalement, dans toute la folie et le waouh, mais ça va pas ou quoi, qui est en jeu, en fait, l'officier qui à la fin, en gros, lui se dit, bah, en fait, il faut juste étouffer l'affaire, parce que là, ça sera plus simple pour tout le monde, pour Hadi, pour les agresseurs, pour tout le monde, il faut juste étouffer l'affaire, envoie ton fils à Bucarest, envoie ton fils en ville, il sera mieux là-bas. Là, moi, je veux pas d'homosexuels sur mon île, je veux pas avoir à régler cette affaire de justice, parce que je suis un peu d'accord avec l'agression qui a eu lieu quand même, mais en même temps, j'avoue, ça se fait pas pour ton fils qui s'est fait tabasser. Donc, franchement... Venez, on n'en parle plus, on efface tout, Hadi quitte l'île, il va vivre sa meilleure vie en ville parce qu'il n'y a pas de problème à être homosexuel tant que c'est pas chez moi, sur mon île, et voilà. Et en fait, le pire, et c'est ça qui est le plus terrifiant, c'est que ce personnage-là, bah finalement, c'est celui qui est limite le plus cohérent et qui fait le plus sens dans le film. Et c'est ça qui est terrifiant, parce que les parents, ils sont dans un délire mystique de il est malade, il faut soigner à l'aide du prêtre, donc on va l'attacher pour l'exorciser, genre. La meilleure copine, elle est terrifiée pour le danger qu'encourt son ami dans son intégrité physique, puisqu'il est quand même attaché par ses parents. Donc elle fait appel aux services sociaux. Le père des agresseurs, bah lui, il veut juste défendre ses fils et faire en sorte que voilà. Et je trouve ça, mais terrifiant, parce que c'est tellement naturel et c'est tellement juste et bien écrit et cohérent que c'est terrifiant, parce que bah, ça existe en fait dans la vraie vie. Des Hadi, il y en a plein, je pense, dans le monde, et ça m'a mais glacée, et c'est en ça que j'ai trouvé extrêmement bien réussi ce film, parce que évidemment, le film à aucun moment ne valide hein, les comportements dont Hadi est victime, et c'est en ça qu'il est très réussi, parce qu'il nous montre une réalité que certains et certaines traversent, que beaucoup traversent au quotidien, de façon extrêmement juste. Extrêmement juste. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Ensuite, un film que j'ai beaucoup moins aimé, L'amour ouf, Gilles Lelouch avec Adèle Exarchopoulos et François Civil. L'amour ouf fait l'objet d'un grand succès populaire, notamment auprès de la jeunesse. C'est un film qui a fait l'objet d'une promo exceptionnelle. Il n'est pas possible de vivre sur cette terre et de ne pas, en France en tout cas, de ne pas avoir vu passer ce film. En fait, moi, L'amour ouf, ça a été 2h40 de validation, de glamourisation, de romantisation de la violence. Et ça, moi, je peux pas. Je peux pas, aujourd'hui, là où j'en suis dans ma vie, trouver ce type de film réussi, bien, important, super beau. Encore moins quand je sais que les jeunes le trouvent génialissime, ça me terrifie. Ça me terrifie parce que, en fait, là, cette histoire d'amour, elle démarre par... en fait, je suis tombée in love d'un voyou. Leur première interaction aux deux, c'est quand même je t'insulte, coup de foudre au premier regard, je t'insulte, on tombe amoureux, amoureuse. En fait, non. Non. C'est dommage parce qu'en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que Colter, il est dans une situation, il subit une violence intime, sociale, qui l'entraîne à devenir un voyou, enfin un hors-la-loi, un voleur, enfin quelqu'un de pas bien, quoi. Et surtout un homme très violent, mais parce qu'il hérite, entre guillemets, moi je trouve que le parcours, l'histoire de la violence intime qu'il vit et qui l'amène à commettre les actes qu'il commet, je trouve ça très pertinent, et je trouve que le film aurait pu être génialissime s'il n'y avait pas eu cette petite amourette, en fait. Je dis ça non parce que c'est pas une petite amourette, c'est tout l'objet, parce que c'est l'amour de leur vie, tout ça, mais... En fait, je trouve que le système de violence que nous décrit le réalisateur et dont t'es victime, et les rouages dans lesquels est pris Colter est un peu dans quelque chose d'inévitable, d'assez fataliste et tout, mais je trouve que c'est très pertinent, mais juste ne va pas rajouter une histoire d'amour là-dedans, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que tu l'insultes, elle tombe amoureuse, tu tombes amoureux, c'est super, vous vous aimez, ensuite toi tu deviens voyou, tu deviens délinquant, et dans ta délinquance tu la délaisses complètement, donc tu la fais souffrir. Ensuite, tu vas en prison pour un crime que t'as pas commis, certes, mais tu vas quand même en prison pendant 10 ans. Avant ça, tu l'as détruite, donc tu gages 10 ans de sa vie.
Et quand tu sors de prison, tu retournes la voir parce que tu comprends que c'est l'amour de ta vie. Et elle, pendant ce temps-là, elle a gâché sa vie, elle s'est jamais remise de cette relation un peu douteuse, pas toxique, parce que, enfin si un peu, enfin je sais pas, en fait. Et c'est juste, ça m'énerve, je peux pas parce que après quand tu reviens 10 ans après, vous vous retrouvez, c'est l'amour fou, c'est tout le principe du film, évidemment. Et la scène à l'hôpital où ils ont leur discussion un peu, voilà, très intéressante, hein, très bien, super cette discussion, c'est important, ça communique. Mais quand il lui dit, tu veux que je te lise les mots? Elle dit non. Il dit si. Non. Si, je vais te le lire quand même. Non, je t'ai dit non. Bah si, je vais te le lire quand même. En fait, ça, là, juste cette interaction, qu'est-ce que ça nous dit du consentement? Elle dit non, tu dis oui. Elle dit non, tu dis oui. Elle redit non, tu dis si, je vais le faire quand même. Et en fait, pour moi, ça, c'est pas anecdotique. Pour moi, cette scène, elle a fini de m'achever sur la perception que j'avais de ce film, parce qu'elle arrive vers la fin, et j'étais vraiment en mode, ok, donc là, moi, je peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je pense que je suis trop vieille, trop rabat-joie pour ce genre de film, je ne peux plus. Si je l'avais vu il y a 6 ans, je l'aurais peut-être et sûrement trouvé génialissime, mais là aujourd'hui, moi je ne peux pas. Dieu merci, la photographie est absolument exceptionnelle, c'est vraiment stunning, c'est trop beau, les images sont très belles, la lumière est incroyable et heureusement. Mais sinon, non. Non, je peux pas. Il y a trop de romantisation et de glorification de la violence pour que je puisse le trouver bien, et je trouve ça trop terrifiant que ça soit un film que les jeunes adorent. Voilà, rabat-joie. Ensuite, j'ai vu Les Noces funèbres de Tim Burton au cinéma pour Halloween. J'arrive toujours pas à savoir si je l'avais déjà vu ou pas. C'était cool, c'était un bon moment, c'est un bon film et tout, mais je crois que je m'attendais à être vraiment waouh par cette séance de cinéma, en mode waouh, c'est trop fou d'aller voir Les Noces funèbres au cinéma et tout. Et en fait, pas tant. Donc je crois que j'ai un peu été déçue plutôt sur l'attendu que j'avais de la façon dont je vivrais cette séance comparée à la façon dont je l'ai vécue. À savoir, c'était chouette, mais tranquille quoi. Ensuite, j'ai vu Sur un fil de Reda Kateb avec Aloïs Sauvage. J'avoue, j'y allais parce que j'adore Reda Kateb et Aloïs Sauvage et que je pouvais pas ne pas y aller. Mais je me suis dit, ça va pas être terrible. Ça va être bof bof. Et en fait, étonnamment, je n'ai pas honte de le dire, je l'ai trouvé réussi. J'ai trouvé ce film réussi. Alors, c'est pas du cinéma qui va révolutionner le cinéma, esthétiquement, c'est pas. Voilà. Mais je l'ai trouvé réussi parce que j'ai adoré ce que le film nous dit et nous montre sans nous le dire de l'hôpital aujourd'hui public en France. Enfin, en vrai, je pense que c'est la même chose en privé, mais bref. Le plus gros du film se passe dans le service pédiatrie, oncologie, je crois, pédiatrique, d'un hôpital public de Paris. Et toutes les scènes qui se passent dans l'hôpital, dans les couloirs, dans le machin, débordent de débordements, justement. En fait, ça déborde tout le temps. Ça va vite, ça court, on n'a pas le temps, on est pressé, il y a des gens dans les couloirs, il y a des brancards qui traînent, il y a des enfants qui crient, il y a du personnel qui manque, qui machin, qui truc. Et je trouve que l'urgence, c'est le cas de le dire, dans lequel se trouve le service hospitalier en permanence quand on y est, et bah je trouve que ça dit beaucoup sur ce que nous raconte le film et ce que veut nous faire passer Reda Kateb dans son film. Et je trouve qu'en ça, il y a une dimension, mais je trouve que c'est toujours la même chose. Là, je crois que c'est le premier film de Reda Kateb, réalisateur, que je vois. C'est peut-être son premier film tout court, je sais pas. Mais même quand il est acteur dans un film, ça m'évoque toujours ce truc d'un film un peu social, mais pas trop mal fichu, parce que c'est quand même très pertinent, Reda Kateb. Et là, c'est exactement ce que ça m'a évoqué. Il y a une portée engagée sociale sans être front et enfin voilà sans être au front avec des drapeaux, qui est très bien mise en œuvre et de façon vraiment subtile dans tout le film, et ça j'ai adoré. Vraiment le discours finalement sur l'hôpital, j'ai adoré. Et ensuite j'ai beaucoup aimé la mise en lumière de la discipline artistique, professionnelle, circassienne, du clown. Moi c'est une discipline que je connais un peu de loin, donc là j'en ai appris un peu plus aussi sur le clown, et on n'en parle jamais. Ça n'existe pas quand on parle de cirque, quand on parle de spectacle vivant, quand on parle de spectacles d'art, etc. Le clown, ça n'existe pas. Le clown, on l'a juste une image un peu, en tout cas moi c'est peut-être ce que j'en ai, mais j'ai l'impression que c'est une image plutôt datée du cirque traditionnel, héritée du cirque traditionnel. Et en fait, c'est la même discipline depuis toujours, hein, qui est revisitée, mais et renouvelée, mais je trouve que la dimension artistique, imaginaire, psychologique, construction du personnage de la discipline clown, c'est une dimension qu'on voit pas assez, qu'on
dont on nous parle jamais. Et donc là, j'ai trouvé ça vraiment super de mettre à l'honneur cette discipline dans ce film. Et puis Héloïse Sauvage, elle s'en sort très très bien. Voilà. Moi au cinéma, je suis pas toujours hyper convaincue par Héloïse Sauvage, mais là, elle est génialissime. Et en même temps, bon, Reda Kateb a écrit le rôle pour Héloïse Sauvage, donc heureusement, j'ai envie de te dire qu'elle y est très bonne. Mais c'est réussi. Voilà. Et je me suis étonnée à trouver le film réussi. Et enfin, pour terminer le mois d'octobre, j'ai vu Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Même chose là, je trouve que les retours, la critique est assez dithyrambique à l'endroit de ce film. Bon, l'animation est chouette, bien que je n'ai rien trouvé de particulièrement exceptionnel à cette animation. Après moi techniquement en animation je m'y connais pas du tout. Mais bon, moi de ce que j'y ai vu, je suis un peu ok, mais il y a un truc parfois un peu flou qui me faisait un peu mal aux yeux. Mais bon, soit, l'univers esthétique, les images étaient vraiment belles, ok, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, ça ne m'a pas du tout suffi. Parce que je me suis ennuyée, comme pas permis, pendant le film. Et je le dis, j'ai un peu honte de le dire, en même temps je ne devrais pas avoir honte de le dire, je me suis ennuyée. Je n'ai pas du tout été sensible à cette forme de poésie, à cette esthétique, à cette poésie de l'esthétique, je ne sais pas. Je n'ai pas du tout été sensible à la proposition artistique d'une certaine manière, je me suis ennuyée. Le fait que j'ai trouvé l'animation chouette et les images belles n'a pas du tout suffi à me faire tenir 1h30 de film. Voilà. Bon, écoutez, c'est comme ça, hein, on peut pas tout aimer. Voilà pour mon bilan du mois d'octobre, j'espère que je n'ai rien oublié. On se retrouve au mois de novembre pour un bilan qui devrait être axé plutôt spectacle vivant et notamment danse.